On rentre le ventre. Bienvenue à tous, je m'appelle Eugénie Ordonneau et je travaille pour Officeni. Aujourd'hui, nous en sommes à notre cinquième, je crois, webinaire, de ce deuxième cycle, de Zoom et nous accueillons pour la deuxième fois, Stéphane. Donc, pour, nous introduire Stéphane, je vais laisser la parole à Stéphane Malherbe, le fondateur de Officeni. Merci Eugénie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Stéphane Martinache de nous soutenir effectivement et d'intervenir ce jour. Stéphane a choisi un titre, un brin provocateur et ça sied bien au personnage. Et si finalement l'entreprise se rapprochait de chez vous. C'est vrai que dans tous les bouleversements qui sont en cours, dans toutes les interrogations entre l'ingénierie du transfert, les lieux tiers, on s'est dit, et à travers cette thématique, donc, et si finalement l'entreprise se rapprochait de chez vous, effectivement, Stéphane va balayer plusieurs thématiques, effectivement, qui concernent les lieux, les localisations, mais également toutes les questions qui sont liées à ces enjeux, qui sont le lien social, l'esprit d'équipe. Voilà, je laisse sans plus attendre la parole à Stéphane, président, entre autres, président Île-de-France de l'UNED. Stéphane, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, merci Stéphane. Tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être une fois de plus avec vous pour des présentations et des réflexions, des concertations sur un sujet que nous utilisons tous au quotidien, l'environnement de travail, et sur lequel effectivement, tu l'as dit, on avait imaginé que ça serait un rien provoquant, et puis en même temps, en y réfléchissant un petit peu plus, c'est pas et si finalement le bureau se rapprochait de chez vous, non, il est déjà chez nous depuis un petit moment, puisque bon nombre d'entre nous travaillons comme nous le faisons aujourd'hui, en visioconférence, à la fois dans notre salon, dans notre canapé ou dans un espace dédié professionnel. Donc voilà. Donc en fait, ce qui devait être une exception est en train de devenir le début d'une habitude, pas encore une norme, mais en tout cas le début d'une habitude. Alors effectivement, il y a quand même un petit brin de réflexion, il y a un petit peu d'ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles portes dans l'environnement de travail, parce que effectivement, les cahiers des charges, c'est un peu comme un jeu de cartes, il est en train d'être rebattu, remis en configuration, remis en perspective. Est-ce qu'on va encore réfléchir l'environnement de travail très exactement comme on le faisait il y a un peu plus de 8 mois dans notre approche des aménagements? Donc, il y a peut-être lieu de repenser plus globalement cet environnement de travail et ses usages et ses habitudes. Alors, est-ce que ça va être radical? Alors, j'aimerais bien de temps en temps qu'on ait des ruptures comme ça dans l'évolution de nos environnements de travail, quelque chose de fondamentalement différent qui serait complètement nouveau et innovant. Alors, je suis toujours un peu sur la fin sur ce sujet. Je ne crois pas que ça soit encore pour cette fois-ci. Je pense on va évoluer tout doucement, on va améliorer. Et effectivement, la notion de télétravail, telle qu'elle se dessine de plus en plus, eh bien, elle va devenir le début d'une norme. En revanche, ce qui, à mon sens, va certainement évoluer, c'est les surfaces et la localisation. Parce que ce sont deux indicateurs forts dans les aménagements. Et comme je l'avais dit il y a plusieurs semaines lors de ma première présentation, on peut être tenté d'imaginer qu'il y a une feinte sur la massification des espaces, c'est-à-dire un très grand nombre de collaborateurs pour des espaces de plus en plus petits. Même si cette surface est théoriquement normée, en réalité, beaucoup d'entreprises ont privilégié cette densité extrêmement forte au mètre carré. Voilà. Et puis, la localisation, là aussi, les événements que nous vivons depuis plusieurs mois remettent en perspective la localisation. Alors, je vous donnerai des exemples concrets, puisque j'ai enrichi mon propos avec des informations que j'ai été chercher, de manière à être au plus près de la réalité, ou en tout cas de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc tout ça, parce qu'à un moment donné, nous ne sommes que des hommes, avec beaucoup de qualités et quelques faiblesses. Et je ne sais pas si c'est une qualité ou une faiblesse, mais en tout cas, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler. Et donc le lien social, aussi court et aussi peu soit en soi le recul que nous ayons sur le télétravail, démontre la nécessité de ce lien social, en tout cas un lien physique
qui soit perceptible, quasiment tactile, et pas une distance uniquement virtuelle comme nous sommes en train de le vivre en ce moment, même si ça comporte de nombreux avantages. Voilà. Donc, on finira sur le maintenir le lien social au sein des entreprises. Alors, parler des aménagements et de l'environnement, je vais le faire en partant de ce qui est utile, de ce qui est subtil et de ce qui va être adaptable. Pourquoi ? Parce que ce qui est utile, c'est l'environnement de travail tel qu'on l'imagine depuis toujours, c'est-à-dire un lieu de production. Alors, on s'est rendu compte que ces derniers temps, ce lieu de production, eh bien, rien que dans sa localisation, il y avait un premier problème qui était apparu et qui ne fait qu'amplifier, puisqu'on va le rencontrer dans les jours qui viennent avec notre actualité. Il y a un phénomène de sécurité et d'insécurité. Bon nombre des collaborateurs sont aujourd'hui dans des temps de transport et dans des conditions de transport qu'ils appréhendent et qui est devenu un peu anxiogène. J'ai repris quelques informations et quelques tendances qui se dessinent au niveau des médias. Effectivement, il y a toujours autant de monde sur les routes, en voiture et en deux roues d'ailleurs, mais il y en a un petit peu moins dans les transports en commun. Et en tout cas, c'est un transport qui est toujours privilégié, mais qui se fait sous contrainte. Et là aussi, il y a quelques études qui commencent à poindre pour dire c'est anxiogène, c'est délicat pour ceux qui le vivent au quotidien, parce qu'ils vont vivre le temps de transport avec un doute, ils vivent le temps de travail avec des collaborateurs avec un doute, même s'il n'est pas effectivement présent en permanence à l'esprit, mais en tout cas, il est présent, il est intuitif. Et puis, même chose, retour chez soi en fin de journée avec ce doute dans un transport en commun, avec ce masque qu'on a porté maintenant quasiment 12 heures dans la journée. Donc, ce phénomène de localisation engendre un regard sur l'environnement direct des hommes dans leur activité au quotidien. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, ça va potentiellement, cette localisation, être remise en question. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre dans le doute ou dans l'anxiété permanente. Il y a une nécessité quand même d'avoir un temps calme. Donc, le phénomène de localisation devient prégnant et surtout, il met en perspective une proximité. Oui, parce que le plus simple après tout, si vous ne pouvez pas éviter d'avoir un masque pendant le temps de travail avec vos collaborateurs, on pourrait peut-être imaginer que le temps de déplacement soit un petit peu plus court, puisqu'en moyenne, je rappelle, en Île-de-France, tout transport confondu, le temps est d'une heure et quart. Donc, 1h15 de transport le matin, 1h15 de transport le soir. Donc, 2h30 par jour, ce qui est énorme en fin de compte. Donc, ça a aussi donné lieu à une réflexion sur l'efficacité. C'est-à-dire que dans ce qui est utile, aujourd'hui, on commence à entendre des vrais sujets d'efficacité. Est-ce que ça a une nécessité de se déplacer au quotidien en permanence ? La réponse est pas forcément utile. Dans l'efficacité aussi, à la fois pour l'entreprise et pour le collaborateur, et c'est ce qu'a montré en exergue la partie télétravail, toute la partie confort, ergonomie et connexion, c'est-à-dire le débit informatique, le débit des connexions, doit être privilégié parce que le télétravail, ça n'est qu'une extension du travail chez soi, donc il faut avoir les mêmes outils. Donc il faut de l'efficacité. L'efficacité, on l'avait sur le lieu de travail, mais on l'a de façon moindre puisqu'on en est sorti. Et là, il y a un travail de la part des entreprises pour rétablir cet état de fait. Et puis, il y a une attente forte, toujours dans la partie utile, c'est qu'il y ait une proportionnalité à la fois dans la taille des bâtiments, dans la concentration urbaine et dans les surfaces par personne. Là, c'est juste pour vous rappeler qu'effectivement, on le voit, beaucoup de cadres, beaucoup de gens peuvent financièrement aujourd'hui sortir de la métropole parisienne ou des grandes métropoles et cherchent à aller reconquérir des espaces un petit peu plus à taille humaine. Alors, c'est une minorité, bien entendu, aujourd'hui, mais ça montre aussi une réflexion de fond sur le positionnement que nous avons, nous, en tant que personnes, dans l'environnement général et dans l'urbanisme. Parallèlement, se déplacer en transport en commun, prendre la route sur des autoroutes qui sont en permanence embouteillées,
patienter en bas d'une tour pour monter dans un ascenseur qui vous emmène sur un plateau de 1000, 1500, 2000, 3000 m², tout ça au fur et à mesure de la journée, eh bien, on en a perdu peut-être un peu de sens. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est attendu de la part d'un certain nombre de collaborateurs. Les utilisateurs, les collaborateurs d'entreprise veulent retrouver du sens à leur activité et surtout du sens dans leur vie par rapport à leur activité. Et là, c'est un sujet qui est vraiment quelque chose qui est en train de naître, qui n'était pas forcément exprimé jusqu'à présent, mais sous la contrainte de la pandémie, avec la contrainte aussi du télétravail tel qu'elle a été mise en place dans un premier temps, encore une fois, en réaction, parce qu'il fallait dans l'urgence prendre une décision, on voit poindre une remise en perspective du pourquoi faire, à quoi ça sert de faire tout ça, et de cette manière. Voilà. Donc, si on repense les espaces de travail, il faut qu'ils soient utiles. Utiles techniquement, utiles aussi pour le collaborateur dans sa manière de l'appréhender, de se l'approprier et de l'utiliser. Alors, je vois quelques messages. Non, oui, non, c'est pas pour moi. Désolé. L'autre partie peut-être que je voulais aborder, c'est que ça, c'est très technique, c'est très immédiat. Et en même temps, derrière, on a besoin d'un peu plus de subtilité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on regardait un espace de travail, c'était des cloisons en verre, c'était des cloisons pleines, c'était de la moquette, c'était des dalles de 600-600, de différents types de matériaux. On avait ponctuellement un espace un petit peu plus travaillé, avec des matériaux un peu différents. Il y a la zone de cafette, qui était la zone de repos, qui était une salle de réunion. Enfin voilà, quelques espaces, mais la grande majorité des espaces étaient quand même traités de façon assez pauvre, à la fois dans leur langage esthétique, dans leur contenu en termes de matériaux, et pour ne rien cacher, pas forcément très valorisant pour celui qui y travaille. Tout à l'heure, je parlerai d'un mot qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'efficience. Et dans l'efficience, il y a aussi le plaisir de faire et de contribuer à un travail d'équipe. Or, les environnements de travail aujourd'hui, et je parle vraiment en grande massification, de façon très large, ne sont pas du tout propices à ça et pas du tout organisés pour favoriser cette approche un petit peu plus subtile de l'environnement de travail et de sa vie intérieure. Voilà pourquoi l'environnement urbain joue aussi un facteur important. Globalement, on voudrait être un petit peu moins haut. La grande tendance des grands immeubles IGH, immeubles de grande hauteur, tels que la Défense, on en construit peu, on en rénove beaucoup, parce qu'ils ont bien vécu et ils sont au bout de leur cycle de vie naturel, mais il n'y a pas une tendance à revenir vers cette massification et vers cette extension vers le haut. Encore une fois, dans l'urbanisme, les grandes tendances vont sur des bâtiments plus petits, plus ramassés, et avec une vie intérieure un petit peu plus agréable. Donc, dans cette vie intérieure un petit peu plus agréable, on va aussi retravailler sur une vie locale à taille humaine. Je prends toujours l'exemple des grands centres commerciaux, toujours à la Défense, il y en a quelques-uns, qui sont complètement démesurés, qui correspondent bien sûr à l'environnement dans lequel ils sont implantés, mais encore une fois, au bout de la chaîne, est-ce que le collaborateur qui passe malgré tout 12 heures quasiment sur place, mis bout à bout, est-ce que lui, son environnement émotionnel, il est favorisé dans cette grande surface, dans ces immensités de surface qui n'ont plus rien d'humain et qui sont complètement démesurées. Voilà. Les questions se posent aussi sur ce sujet. Alors, dans les bâtiments aussi, la subtilité qui est attendue, c'est leur taille, je l'ai déjà dit, c'est les matériaux. Là aussi, inacceptable d'envisager un peu plus d'enrichissement en termes de matériaux, avec des choses qui soient plus proches de notre nature, qui soient plus proches de nos attentes et qui soient surtout mieux réparties et moins uniformes. Aujourd'hui, encore une fois, vous prenez sur les espaces de travail, vous avez une systématisation de la cloison, de la porte d'entrée du bureau, du mobilier. Tout est complètement structuré et organisé pour qu'il y ait des réductions économiques d'échelle, bien entendu, ça on peut le comprendre,
vous achetez une couleur et vous achetez 200 portes, évidemment, ça coûte moins cher que d'acheter 200 portes avec 20 couleurs. On peut le comprendre. Le mobilier, c'est pareil. Néanmoins, au quotidien, cette uniformisation, elle standardise aussi l'émotion du collaborateur. Et cela, je le dis parce qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet et on montre bien aujourd'hui que le collaborateur, il recherche aussi, enfin c'est l'homme d'une manière générale, recherche aussi à avoir de la diversité dans son quotidien. Cette diversité, elle le nourrit, elle l'enrichit dans son activité quotidienne. Alors pourquoi on ne pourrait pas très simplement bousculer un peu les codes dans l'aménagement, dans les formes, dans les matériaux, dans les couleurs, dans la lumière aussi, puisqu'après tout cela, ça fait partie du panel d'un architecte d'intérieur, ça fait partie d'un panel de compétences qu'il maîtrise pour pouvoir justement à la fois créer une unité et un ordonnancement esthétique, mais qu'il y ait assez de subtilité, de richesse pour que l'œil de l'ensemble des collaborateurs s'arrête et s'enrichissent au fur et à mesure de son travail. Voilà. Ça, c'est un élément qui n'est pas dit de cette manière, bien entendu, mais qui a été, depuis un moment déjà, ces 20 dernières années, mis en perspective. On a beaucoup travaillé sur le confort, on a commencé à travailler sur l'environnement et sur sa diversité en termes de vision et de construction, mais on n'a pas encore été jusqu'au bout, c'est-à-dire de créer un environnement complètement différent qui casserait les codes de l'environnement de travail classique qu'on a depuis un peu plus de 50 ans. Dernier détail qui n'est pas un détail anodin, nous sommes aussi très sensibles aux détails architecturaux. Que ce soit des grandes tours de la Défense ou des immeubles dans des centres, dans des zones artisanales, commerciales ou industrielles, on voit une uniformité de type de bâtiments, tous conçus de la même manière, soit en bardage métallique, soit en construction béton, soit en construction verre, béton, verre, brique, enfin bref. On reste quand même dans des choses très standardisées puisque c'est une industrialisation du bâtiment, donc on duplique à l'infini quasiment toujours la même architecture. Là aussi, cette uniformisation de l'architecture et de l'urbanisme en général n'est pas propice au développement du collaborateur et de nous-mêmes d'une manière générale. On a besoin d'avoir autre chose, de moins uniforme au quotidien. Donc l'impact de la construction d'un nouveau bâtiment, ça aussi son importance dans l'attractivité future pour les collaborateurs. Et puis, il y a aussi un autre élément que nous travaillons beaucoup, qui est d'ailleurs un de nos fondamentaux dans notre activité d'architecte d'intérieur, c'est celui du volume. Là, encore une fois, j'insiste bien, jusqu'à présent, il y a une totale standardisation des hauteurs et des volumes à l'intérieur des bâtiments tertiaires. C'est quasiment, enfin, c'est du copier-coller. On est sur de 2,50 m à 2,80 m. Voilà, ça c'est le standard. Un couloir central, une gaine technique au milieu avec une petite descente de faux plafond pour faire passer les gaines de ventilation et climatisation. Et puis, ensuite, on vient positionner de la cloison en parallèle des façades et du couloir principal. C'est l'environnement que nous avons donné aujourd'hui à nos collaborateurs. Moi, ce qui me paraît un peu surprenant, c'est que nos collaborateurs, on leur demande de plus en plus d'agilité, on leur demande de plus en plus de créativité, de disponibilité, de flexibilité, enfin bref. La liste du Père Noël est un peu longue, mais au quotidien, c'est quand même tout ça qu'on nous demande et que nous voulons aussi mettre en avant. Et en regard, on a un environnement qui serait digne d'un uniforme classique et standardisé. Là aussi, je pousse le trait en disant, eh bien, et si on remettait tout ça en perspective? Osons la lumière, osons la surface nouvelle, osons des nouveaux volumes. Oui, pardonne-moi, tu allais prendre la parole. Alors, on a déjà quelques réactions. Ah, tant mieux. À ce que tu es en train de dire, il y a tout d'abord Vincent qui dit si finalement l'entreprise était décorée comme nos foyers, avec cette même diversité, est-ce envisageable? Non, c'est pas souhaitable non plus. Parce que quand je suis chez moi, j'ai envie d'être chez moi. Et je pense que c'est la problématique du télétravail. Parce qu'en fait, on ne peut pas confondre deux fonctions, deux destinations. Et je pense que la limite du télétravail, elle se situe bien là. Elle est devenue intrusive. Et en tout cas, elle va l'être parce qu'on n'a pas invité le travail chez nous. Il s'est imposé. Et
on ne peut pas vraiment l'inviter, et je suis l'exemple simple, hein, j'ai une profession qui permet d'avoir une certaine liberté, une certaine souplesse dans mon organisation. Bon nombre de mes confrères travaillent de chez eux. Là, ils ont une pièce à part, mais ils sont chez eux. Et puis, on constate souvent qu'ils ont beaucoup de mal à décoller et à déconnecter. Bon, moi, j'ai un bâtiment qui est juste apposé à ma résidence principale dans lequel j'ai mon activité. Et c'est important pour mon équilibre de pensée et de vie. Donc, non, on ne va pas décorer l'environnement de travail comme si on était à la maison. Par contre, on va peut-être aller chercher certains codes ou certains besoins que émotionnellement, on véhicule au quotidien et qui nous enrichissent. Mais je pense qu'il est nécessaire de ne pas vouloir faire un copier-coller. Ça ne serait pas bon. Alors, il y a plein de gens qui réagissent à ça. Alors, il y a tout d'abord Étienne qui dit oui, mais c'est très français. En Allemagne, il y a déjà une restructuration des intérieurs avec beaucoup de couleurs. C'était une C'est un peu récent. Hein. Je connais bien l'Allemagne. Alors, donc, c'est un peu récent. Après, la relation au travail, elle n'est pas étale entre les différents pays qui constituent l'Europe. Cette approche en Allemagne, je peux en parler parce qu'on a eu quelques dossiers à gérer sur ce pays. Il y en a un en cours en ce moment. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est une entreprise internationale française qui fait des bureaux à Munich et c'est intéressant de voir comment le mixte entre des collaborateurs allemands et des collaborateurs français dans un environnement de travail partagé, il a fallu être médiateur. Bon, bref, oui, il y a une certaine tendance, et c'est assez récent en Allemagne ou dans les pays nordiques, sur une approche un peu différente, avec un peu plus de colorimétrie. Mais on en est quand même au tout début, ce sont les balbutiements. Alors après, nous avons Isabelle qui réagit à ton propos sur le télétravail et sur l'aménagement du... Alors, dans le confort, on peut apporter des assises comme à la maison ou dans les couleurs aussi, par rapport à l'aménagement de l'espace de travail à la maison. Oui, alors, c'est dans l'espace à la maison ou dans le nouveau bureau? Je n'ai pas compris le sens. Alors moi, j'avais trouvé... Ah oui, peut-être dans le nouveau bureau, pardon. Oui, t'as raison. D'accord. Alors, si dans le nouveau bureau, bon, les chaises de bureau, enfin les fauteuils du bureau sont vachement plus confortables et ergonomiques, prennent plus soin de notre corps qui, rappelons-le, n'est pas du tout fait pour être assis. Ce n'est pas une posture normale. Donc, malheureusement, ça ne va pas dans ce sens-là. C'est plutôt l'inverse qui devrait se faire. Hein. C'est des fauteuils de travail pour aller travailler à la maison, ça serait mieux. Parce que dans le canapé ou sur la table de la salle à manger, ce n'est pas terrible hein, pour pouvoir bien travailler en termes d'ergonomie. Après, pour la couleur, je pense que la couleur, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller un chouïa plus loin. Les matériaux, la densité des matériaux, la texture des matériaux, la lumière, tout ça, ça doit être repensé de façon un petit peu plus osée. Je prends un exemple, c'est la lumière. La lumière, elle est normée. Alors, on est la France, le pays des normes et des règles, et qu'on en a partout, et puis qui sont utilisées une fois quand ça nous arrange et quand on a le temps. Bon, bref. Néanmoins, on peut quand même imaginer que la vraie vie, c'est une lumière qui change, c'est une lumière qui évolue, et on n'a pas la même densité de lumière à 7 heures du matin qu'à midi, qu'à 18 heures. Or, nos plateaux de bureau, eux, ils sont quand même illuminés très exactement de la même manière parce qu'ils sont conformes à une norme. Je l'entends, c'est logique, mais en même temps, pour le biorhythme, pour le confort, je dirais, émotionnel et donc humain, on dérègle. On dérègle beaucoup. Donc, il faudrait peut-être aborder ce sujet différemment et avoir une autre gestion, je dirais, de la luminosité et des règles qui soient un petit peu plus souples pour s'adapter, non pas à une norme globale, mais à du besoin plus particulier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Virginie ? Alors, il y avait une autre réflexion d'Étienne, le fait que jusqu'à la révolution industrielle, la séparation lieu de travail et lieu de vie n'existait pas. Oui, effectivement. Alors pour une minorité, hein, parce que avant la révolution industrielle, donc on va dire
du XIVe siècle au milieu du XIXe siècle, enfin, premier quart du XIXe siècle, il y a peu d'industrialisation en fait, donc il y a peu d'automatisation, on est beaucoup dans l'artisanat. Et puis, la fonction qu'on pouvait avoir dans la vie sociale, elle était marquée dans un emplacement en même temps. Donc, effectivement, c'était regroupé, mais c'était une pièce bien déterminée dans tous les cas de figure. Hein, même, d'ailleurs, ce n'est pas encore si vieux que ça. Jusqu'au début des années 30, vous aviez dans le nord de la France beaucoup d'ateliers de tissage qui étaient dans les caves des maisons dont les propriétaires habitaient juste au-dessus au quotidien avec leur famille. Donc on descendait travailler et on vivait au-dessus. Ça a fonctionné, mais ça a favorisé ce que je pense aujourd'hui qui pourrait se reproduire, mais à une échelle un petit peu différente, ça a favorisé l'écosystème de proximité. La révolution industrielle, ça a justement évacué cet écosystème de proximité, ça a massifié, ça a industrialisé à un point donné pour faire du volume. Et dans l'industrie du tertiaire, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé il y a une quarantaine d'années, on a pris exactement le même chemin. Et effectivement, Étienne, je reviens rebondir sur ce que tu disais, la différence, la séparation entre le lieu de travail et le lieu de vie n'existait pas, mais le rythme de travail n'était pas le même, les attendus en termes de charge de travail n'étaient pas non plus les mêmes, et aujourd'hui, on ne pourrait pas refaire ce même environnement de travail en restant chez soi, avec la contrainte, avec l'attendu, je dirais, de productivité qui est formulé par l'entreprise ou par la société d'une manière générale. Donc, cet équilibre lieu de vie, travail, ce n'est pas une réponse qui peut être faite de façon globale, parce qu'on n'est pas tous égaux sur la manière de le gérer. Mais la grande norme aujourd'hui qui se dégage, c'est la nécessité quand même de bien les cloisonner pour un équilibre familial, un équilibre humain et émotionnel qui soit le plus stable possible. C'est ce qui fait aussi, quand on fait je regroupe un peu vos questions, mais si on revoit un petit peu ce qui se passe, on s'aperçoit que la massification, les grandes tours, ou les grands immeubles, ou les immeubles même de taille humaine, mais complètement uniformes, c'est quelque chose qui est moins engageant. Je ne dis pas que ça va disparaître, loin de là, mais c'est moins engageant, c'est moins attendu en tout cas aujourd'hui, parce qu'il y a une présence plus importante au lieu de vie, dans un cadre émotionnellement plus confortable. Il n'est pas forcément plus ergonomique au sens physique du terme, mais il est plus confortable émotionnellement, on est moins dérangé, on est plus efficient. Toc, je l'ai placé, mon mot fétiche. Cette efficience, elle est faite parce qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs du quotidien. Néanmoins, ces éléments perturbateurs que je viens de donner, ils sont aussi essentiels au lien social et à la vie en communauté, et à l'échange, et à la productivité, à l'imagination, à la créativité. Donc, ça veut dire qu'il faut faire naître de nouveaux environnements de regroupement et de collaboration. Ce ne sera plus des aménagements, en tout cas, il y en aura peut-être moins, je le souhaite, de grandes surfaces de travail où c'est l'industrie du tertiaire, mais des espaces plus petits, plus proches géographiquement, à taille humaine, avec des volumes complètement différents, avec une ambiance de vie complètement différente, et surtout où les espaces en eux-mêmes n'auront pas forcément une destination prédéfinie, mais des destinations potentielles. L'imagination que je porte sur le sujet, il est simple. On peut très bien imaginer des espaces multiples dans un bâtiment qui serait soit un vieux bâtiment, une vieille maison, un vieux hangar, une vieille ferme, à un endroit, entre guillemets, où on n'attend pas d'avoir du tertiaire, mais où l'ensemble des collaborateurs, ça serait le point, je dirais, de regroupement le plus propice. Et cet espace, eh bien, on y retrouverait tout ce qui est indispensable à notre équilibre émotionnel, c'est-à-dire des matériaux et des vrais. Pas une moquette synthétique, pas du béton armé, pas du verre, pas de l'alu, pas de la peinture. Et c'est ça que vous vouliez dire, Étienne, tout à l'heure, on a besoin de… non, Vincent, qui voulait dire, et si on reproduisait dans les bureaux l'environnement que nous avons à la maison. À la maison, il y a plus de mobilier en bois, il y a plus de matériaux, je dirais, naturels et authentiques qui sont bons pour notre morale, qui sont bons pour nos émotions et qui nous ressourcent.
Ce n'est pas le cas dans le tertiaire. Donc, il faut faire rentrer dans ce nouveau bâtiment, dans ce nouvel emplacement, d'autres matériaux, dans un environnement qui soit à taille humaine. Et on s'aperçoit que la taille humaine, ce n'est pas 200, ce n'est pas 300, c'est un petit peu moins que ça en tout cas. C'est la capacité de se retrouver, de se connaître, même si ce n'est pas quotidien, en tout cas ça peut être périodique, et c'est du croisement et c'est du brassage de personnes qui se viennent au même endroit avec la même intention. Et c'est là aussi où on va avoir un maintien du lien social, c'est la volonté de revenir au travail et de recréer son lien social. Parce qu'après tout, on le vit aujourd'hui depuis maintenant 8 mois, quasiment, on est capable de travailler à distance, on est capable de se réunir à distance, on est capable d'échanger à distance comme nous sommes en train de le faire, même si j'ai la sensation de beaucoup parler et d'être tout seul. Mais en tout cas, tout ça, on en est capable, mais ça ne nous suffit pas. Toutes les études le montrent et le démontrent, ça ne nous suffit pas. Donc, il est indispensable de recréer ce lien social et que c'est dans ce nouvel environnement de proximité, dans ce nouvel environnement où la construction même des volumes et de l'ambiance va être totalement différente. Le mobilier en lui-même, je veux dire, à part le fauteuil de travail pour des gens qui restent assis plus de 3 heures. Mais là aussi, il ne faut pas oublier que ce produit, ce matériel de bureau et de chaises de travail, il est constitué pour répondre à des normes d'utilisation qui sont basées sur la présence d'un collaborateur à son poste de travail. À partir du moment où on est moins assis pendant aussi longtemps, le fauteuil ergonomique qui a des réglages dans tous les sens, est-ce qu'il est vraiment aussi utile? Pas forcément. Donc ça veut dire qu'on peut remettre en cause un certain nombre de choses à partir du moment où on bouge, où on décale l'usage de l'environnement dans lequel on est. Même chose pour la lumière. Tout à l'heure, je prenais cet exemple, la norme qui nous oblige à autant de lumens, à tel endroit, point chaud, point ceci, point cela, enfin bref, c'est un métier, hein, c'est une expertise. Ça aussi, on peut le remettre en perspective à partir du moment où on est moins présent en permanence au même endroit. Et ça va de pair avec la venue dans ce nouvel environnement de travail. Demain, moi, en tant que cadre ou responsable de quelque chose ou collaborateur, eh bien, effectivement, si je viens à un endroit ponctuellement, c'est avec des objectifs bien précis. Ça peut être de la réunion, ça peut être de la concertation sous forme d'échange avec un ou deux collaborateurs, ça peut être pour remettre des documents, ça peut être pour plein de raisons, mais qui sont complètement différents de ce que je vis aujourd'hui dans le monde du travail classique, où la base, c'est je suis présent pendant X temps. C'est ça qui peut faire évoluer notre environnement de travail, c'est si on modifie le temps passé sur le lieu de travail et l'usage et la destination de ce bâtiment. Et là, c'est une nouvelle ère pour les aménagements de travail parce qu'on n'utilisera plus les mêmes matériaux, on n'aura plus les mêmes volumes, par voie de conséquence, puisque de toute façon, la rentabilité au mètre carré, elle va plus s'exprimer avec un nombre de personnes, mais avec un temps passé sur le lieu. Donc, il va être flexible. En fait, j'ai parlé de flexibilité, mais j'ai pris un autre mot dans ma présentation pour pouvoir l'organiser. C'est un lieu qui va devenir adaptable. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être arrivé à la fin d'une époque où l'entreprise demandait en permanence à ses collaborateurs de s'adapter. Là, avec ce qu'on a vécu, pour la première fois, c'est l'entreprise qui a dû s'adapter. Eh oui. Le collaborateur, il ne pouvait plus se transporter, il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas venir au bureau. On était en confinement total et il a quand même fallu travailler pour continuer l'activité économique. Pour la première fois depuis un moment, l'entreprise s'est adaptée à son collaborateur. Alors, est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle façon de penser? Je serai un petit peu plus réaliste, je ne pense pas. En tout cas, ça s'est quand même produit et ça peut se reproduire et ça peut même être anticipé et devenir une manière de faire. C'est-à-dire que si demain, un groupe de collaborateurs a un besoin, eh bien, c'est l'entreprise qui va s'adapter à ce besoin et qui va lui fournir, dans un objectif de productivité, bien entendu, puisque c'est l'objectif d'une entreprise, entre autres. Et c'est pour la première fois, pour moi, le sens que l'entreprise doit prendre. Ça, c'est une autre réflexion en tant que chef d'entreprise. C'est que l'entreprise peut aussi prendre le parti de s'adapter à ses collaborateurs, de leur apporter ce dont ils ont besoin,
pour mieux obtenir ce dont elle a besoin, c'est-à-dire une meilleure productivité, avec plus, entre guillemets, d'intelligence et de réflexion et de valeur ajoutée. J'ai développé mes 3 grands points, l'utile, le subtil et l'adaptable. Je ne sais pas où on est dans le timing, je n'ai pas de montre de face à moi pour une fois. Alors, il est 13h08, donc il nous reste 7 minutes. Ah, écoutez, je suis presque parfait, je tutoie l'excellence, merci. Autosatisfaction. On n'a jamais mieux servi que par soi-même, tu as bien raison. Ouais, voilà, exactement, merci Stéphane. Je sais que là, pour le coup, je suis un peu sorti du strict environnement, cloison, mobilier, luminaire, aménagement traditionnel, mais il faut bien comprendre que ce nouveau cahier des charges dont j'ai parlé en amont, c'est par rapport à ce que nous pensons et à la manière dont nous voulons proposer un cadre de vie, un cadre de travail aux collaborateurs. Donc, je sais qu'il y a parmi nous des personnes qui sont sur ce sujet au quotidien ou qui ont des réflexions en cours. Est-ce que vous avez des interrogations par rapport à mon propos et est-ce que vous avez besoin d'un complément d'information ou d'un échange? Auquel cas, je pense qu'Eugénie, on peut peut-être laisser les micros s'ouvrir et les gens prendre la parole. Bah, oui, avec plaisir. Alors, oui, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Donc, pour lever la main, il suffit de cliquer sur le participant et ça fera apparaître la liste des participants sur votre droite. Et en bas de la liste, il y a un bouton lever la main. Donc, si vous voulez prendre la parole sur un sujet particulier ou échanger sur une expérience, n'hésitez pas. Alors, mais dans les commentaires, on a déjà une remarque d'Isabelle qui dit que tous les dirigeants ne sont encore pas prêts. Alors, tous, ils ne seront jamais prêts en même temps. Ça, c'est une évidence. Mais il y a une tendance quand même. Et elle n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Encore une fois, ce qui nous arrive en ce moment, c'est juste un catalyseur. Donc, il y a beaucoup de dirigeants qui sont prêts parce qu'ils réfléchissent à la manière d'organiser leur entreprise, parce qu'il y a une demande, encore une fois. La demande, elle est assez forte de la part des collaborateurs. Parfait. N'hésitez pas si vous voulez. Pardon, excuse-moi, Jenny, c'est pour apporter peut-être un petit complément. Déjà, une première remarque par rapport à un propos que vous avez tenu, Stéphane, concernant les sièges de travail et les investissements. Effectivement, pour ma part, donc côté, on intervient pour le compte de nos clients, effectivement, en mobilier de bureau. Et il est frappant, souvent, très souvent, pour pas dire à chaque fois, de voir que concernant les sièges de travail, c'est surtout perçu comme un coût et non pas comme une source, effectivement, qui participe à l'ergonomie du poste de travail. Et très souvent, nous, on aime bien effectivement un peu batailler sur ce sujet-là, parce qu'il viendrait à l'idée de personne effectivement d'investir 200 € dans un matelas. Par contre, une chaise, effectivement, c'est très souvent perçu comme un coût. Et j'ai rarement rencontré effectivement de dirigeants ou d'acheteurs sur ces produits-là qui effectivement prenaient le parti pris de faire tester aux collaborateurs, qui prenaient en compte peut-être les différentes morphologies, les usages, les couleurs, et qui se penchaient un petit peu sur le sujet, alors que c'est quand même une pièce qui est vraiment essentielle dans le dispositif. Donc, c'est assez frappant de voir que c'est encore très perçu effectivement comme un coût, et un coût qui chiffre vite, plutôt qu'effectivement comme un investissement nécessaire au bien-être des collaborateurs. Alors pour mémoire, le duo matelas-sommier, ce n'est pas 200 €, hein, c'est plutôt 1000. Oui, non, mais c'était pour. Voilà, c'était pour. Voilà. C'est important, ça veut dire quand même que le confort a un prix. Et Bien que, sûr. quand je dis le confort, c'est la posture ergonomique a un prix. Et effectivement, vous avez raison, Stéphane, de le souligner, la partie. Alors, je dis confort, mais encore une fois, c'est le confort versus ergonomie du collaborateur. Ce n'est pas encore complètement intégré dans une logique d'achat. Parce qu'on reste, comme le disait, je crois, Isabelle, avec des dirigeants qui n'ont pas forcément une vue globale, mais une vue purement économique et productive. Mais c'est pas, moi, on travaille aussi avec, comme vous, avec des grands groupes. On s'aperçoit que dans des grands groupes, cette considération aux collaborateurs, elle est accordée, elle est même bien plébiscitée et elle est organisée. Donc, je pense que là, on a un effet d'échelle par rapport à des petites et moyennes entreprises et des grands groupes qui n'ont pas les mêmes problématiques au quotidien et qui ne les perçoivent pas de la même manière.
Super. Ben, merci Stéphane. C'est moi. On a Alonso qui est Stéphane, tu es un fan. Alonso dit je ne peux que soutenir à 100% les propos de Monsieur Malherbe. Parfait. Et ben, ça en fait un. Très bien. Ben, on arrive dans les dernières minutes, donc on va passer à la conclusion. Stéphane, tu veux commencer pour la conclusion? Très rapidement, d'abord pour vous remercier encore une fois toutes et tous de nous suivre très nombreux effectivement à l'occasion de ce cycle de webinaires. Il y a encore 3 rendez-vous qui sont programmés. Merci beaucoup à Stéphane pour son intervention parce que j'aime beaucoup ses propos. Il mêle le fond et la forme. Et aujourd'hui, je pense que ce que révèle cette situation, c'est la nécessité de plus s'attacher au fond qu'à la forme et au-delà des couleurs, au-delà des formes, au-delà des lieux. J'ai déjà eu l'occasion effectivement de le préciser concernant les précédentes interventions, donc pardon pour la redite, mais c'est certainement l'occasion effectivement de profondément s'intéresser à son ou ses collaborateurs en se posant la question de qui es-tu, que veux-tu, et que ce soit effectivement pour un siège ou pour un lieu. Effectivement, cette crise touche du doigt la nécessité, encore une fois, de certes faire attention à l'environnement de travail, mais surtout également s'attacher au fond, qui est une composante aussi essentielle pour que le désamour au travail ne soit pas une règle. Stéphane, je vous laisse terminer. Merci beaucoup pour votre intervention. Peut-être un petit mot de l'UNED, pour nous préciser. Oui, alors, si vous me prenez sur l'UNED, je Voilà. vais sauter à pieds joints dessus. En 1 minute, hein. En 1 minute. Bon, écoutez, le syndicat que je représente aujourd'hui est un syndicat d'architectes d'intérieur et de designers d'espace. Donc, il y a effectivement des gens qui sont très pointus sur la partie environnement de travail, qu'elle soit tertiaire, qu'elle soit aussi dans les espaces commerce, restauration, hôtellerie. Ce sont aussi des espaces des lieux de vie, mais aussi des espaces de travail pour ceux qui les utilisent. Nous sommes familiarisés et c'est notre métier que d'appréhender, comme je l'ai fait aujourd'hui avec vous, une vision plus globale de notre client, d'une vision plus globale de ses enjeux et de ses besoins. Et modestement, l'exercice que j'ai fait de réflexion en projection d'un nouvel environnement de travail, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, qui est dans les fondamentaux de notre métier. Et l'UNED favorise énormément cette approche et a la volonté de structurer et d'accompagner ses membres sous une forme d'un label entre guillemets de qualité, puisque au sein de l'UNED, nous sommes organisés pour qualifier nos collaborateurs, nos adhérents au regard de notre métier. Voilà, donc la partie conception, imagination sont des critères objectifs sur lesquels nous accordons un intérêt pour les adhérents. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai mis dans le chat le lien vers notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner, comme ça vous aurez la notification au moment où je publierai cette vidéo en ligne. Et vous pouvez y retrouver les replays des interventions précédentes. Merci Eugénie. Donc, merci Eugénie. Merci d'être venu. Passez une bonne semaine et on vous retrouve jeudi pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir, au revoir.